comme on le fait depuis quelque temps, il y a la partie, on mélange la partie courrier du cœur avec vos questions, vos interventions, avec le développement de nos questions. Alors, en réalité, ceci implique revenir souvent, et c'est quelque chose qu'on me dit parfois, qu'on revient souvent sur des questions traitées. Mais je répète aussi souvent que notre méthode est une méthode spiralaire, c'est-à-dire qu'on revient sur des choses pour passer, pour aller un peu plus loin en explorant, n'est-ce pas? Et bon, dans tous les cas, effectivement, le bouquin qu'on présentera le 30, bon, pas mal de choses qu'on commence à développer aujourd'hui sont là-dedans, dans le bouquin, bon, voilà, sur les nouvelles figures de l'agir, c'est-à-dire voilà, les sujets qu'on traite nous ici, les conditions de l'agir et à quoi ça peut ressembler la figure qui agit, n'est-ce pas? Ou pour le dire dans les termes plus classiques comme ça, de la philosophie moderne, non? Quel serait le sujet, non? Quel serait le nouveau sujet? On peut faire figure qui est disons, une image un peu plus vague et moins intentionnelle, moins coupée, n'est-ce pas? Parce que si on laisse un peu de côté la notion des sujets, l'image des sujets, c'est parce que qui dit sujet pense immédiatement, implicitement bien sûr, objet, n'est-ce pas? Et alors, de ce point de vue-là, comme on va commencer à le développer aussi ce soir, est-ce que c'est un des axes du bouquin avec Bastien, effectivement, pour nous, les figures de l'agir nous permet justement de ne pas parler d'un sujet de l'agir qui agirait sur un objet, n'est-ce pas? C'est-à-dire sortir un tout petit peu de cette idée, même par rapport à l'écosystème, par rapport au contexte, etc., sortir un tout petit peu de cette idée dès que les humains constitués en tant que sujets agissent sur, agissent avec, n'est-ce pas? C'est pour permettre de justement chercher cette figure et ces figures très complexes que pour le moment, effectivement, tarde à apparaître. On ne sait pas trop qu'est-ce que sera, n'est-ce pas? Mais dans tous les cas, ce qu'on sait, comme souvent quand on cherche, on sait quelles sont les contraintes de cette recherche, même si on a du mal à trouver une résultante. Parmi les contraintes de cette recherche, des nouvelles figures de l'agir, qu'est-ce qui agit, n'est-ce pas? Bah, certainement, parmi ces contraintes, il y a qu'on ne replace pas l'espèce humaine au centre du dispositif, n'est-ce pas? C'est qu'on ne fasse pas un nouveau un dispositif anthropocentré, n'est-ce pas? Et pour cela, il faut quand même pouvoir repenser le rapport des humains avec la langue, l'animalité, n'est-ce pas? Et alors, donc, c'est pour ça que on parle des figures de l'agir, on essaiera de les approcher petit à petit, et non pas des sujets. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, on va reprendre par rapport à justement un point central par rapport à ces figures de l'agir qu'on a déjà abordé la fois dernière, avec un point qui apparemment a été un peu compliqué, un peu difficile à cerner, qui était celui des dimensions aperceptives communes, qui étaient quand même les conditions d'un agir, n'est-ce pas? Et un agir toujours commun, n'est-ce pas? Alors, je disais bien qu'un agir commun, ce n'est pas un agir d'un ensemble d'individus, n'est-ce pas? C'est-à-dire que commun ne veut pas dire un groupe d'individus. Commun, ça veut dire que plusieurs instances, non? De façon distribuée, produisent des images perceptives et agissent. Mais ces plusieurs instances renvoient autant à une multiplicité d'individus, de personnes, à une multiplicité d'un écosystème,
qu'est la multiplicité que nous constitue chacun de nous en tant que personne, n'est-ce pas? Alors, on va revenir un tout petit peu à cette question de la dimension imperceptive commune pour essayer de comprendre un peu plus peut-être de quoi on parle quand on parle d'apperception. C'était une question qui est revenue. De quoi on parle quand on parle de la perception, qui, à vrai dire, pour nous, la dimension apperceptive est la dimension qui permet de comprendre que connaître et agir, EST, n'est-ce pas? Que toute connaissance implique un agir, qu'il n'y a pas de connaissance passive, n'est-ce pas? Alors, bon, pour cela, on voulait voilà, commencer par une question. Oui, alors du coup, je pense que Franck, qui ne s'est pas manifesté, pas là, donc je vais lire la question qu'il a envoyée au courrier du cœur. Donc, Franck écrit ceci. Vous avez répété que le sens commun passe par les corps. Est-il donc vraiment impossible de créer du commun à travers la virtualité? Si tout le monde fait une même expérience commune virtuelle, peut-elle créer du sens commun? Et Franck, du coup, il prend la question de ce séminaire. Hein. Comment ce séminaire, par exemple, alors qu'effectivement les corps et donc d'une certaine manière les affects ne sont pas réellement engagés, pourraient créer du commun, alors que c'est notre pensée critique qui s'y trouve sollicitée. Alors, pour aborder cette question, et la question donc de la perception, on va revenir un tout petit peu à cette figure, non, ce petit modèle qui est très simplifié de la perception à perception conscience, on va le mettre à l'écran là. Bien, je reviens rapidement dans l'explication de ce schéma archi simple, n'est-ce pas? On disait qu'on déterminait la dimension perceptive comme cette dimension d'interface dans laquelle les organismes, si ça c'est un organisme, non? Voilà, c'est un organisme, peu importe quel organisme, qui obéit à la définition ne serait-ce que kantienne d'un organisme, c'est-à-dire ces dispositifs dans lesquels chaque partie est pour et par l'autre, qui a une autopoïèse, une autoproduction, n'est-ce pas, qui est créatrice d'essence. Bon. Et alors, si ce schéma veut dire comment fonctionne la mécanisme perceptif à perceptif et conscient dans un organisme vivant, déjà, effectivement, conscience, on les met bon, au moins chez les mammifères, n'est-ce pas? Alors, on disait que la perception est cette interface de chaque organisme avec ce que, si on saute d'un champ conceptuel à l'autre, ce qui pourrait être nommé comme les pré-individuels, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette sorte de flux permanent, ce flux permanent des énergies, des matières, n'est-ce pas, qui constituent objectivement l'environnement de tout organisme, n'est-ce pas? Alors, par rapport à ces flux-là, il ne faut pas les concevoir comme les pré-individuels ou ces flux, il ne faut pas les considérer, de notre point de vue, comme une sorte de magma en forme, n'est-ce pas? Comme quelque chose d'uniforme, en forme, qui de temps en temps, hop, en passant à la perception, prendrait une forme, non? Émergerait une forme. Alors pour ça, je voulais citer justement comment Jean Piaget, le psychologue épistémologue Jean Piaget, va évoquer cette dimension de la perception, cette dimension du contexte énergétique, moléculaire, etc., dans lequel vit chaque organisme. Alors, il va dire, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'il ne faut pas, mais comme les processus, non. Oui, les processus d'individuation, va dire Jean Piaget, ne s'opèrent pas sur un magma en forme. Il faut penser cette émergence, l'émergence des formes et l'émergence des aperceptions,
comme étant aussi déterminé par des contraintes du contexte préexistant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la relation perception, c'est-à-dire la perception comme les niveaux pré-individuels, n'est-ce pas? Si cette dimension-là est celle à travers laquelle, à niveau aperceptif, émergent des images, n'est-ce pas? Émergent des images. Alors, c'est l'exemple qu'on donne toujours, c'est-à-dire les chiens, par exemple, peuvent construire avec un flux énergétique ici, X, non, avec des ultrasons, peut construire une image auditive. Nous, les humains, par exemple, et les chimpanzés, nous ne pouvons pas construire une image perceptive avec les ultrasons. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'avec les éléments du flux, les différents organismes, les différentes espèces et une archi moindre mesure, les individus de chaque espèce vont produire des images aperceptives, différentes par rapport à quoi? Par rapport à leur propre structure organique, n'est-ce pas? Par rapport à leur propre structure organique, produiront des images aperceptives à partir de ces flux-là. Mais il est très important de dire que ces flux-là, pré-individuels, n'est pas donc, comme le précise Jean Piaget, n'est pas un magma informe. Et il faut bien concevoir qu'il préexiste dans les pré-individuels disons, des concentrations, des flux, des densités différentes. Alors, pourquoi c'est important ça? C'est important de préciser que le pré-individuel n'est pas un magma en forme. Il est important parce que, nous disons, la perception et la construction impliquent la construction des catégories, voire des essences, en prenant les concepts des essences, non pas dans un sens très transcendantal. Souvent, quand on évoque les essences, on a une vision un peu sacrée, on est en train de parler d'un au-delà. Nous prenons les concepts d'essence dans le sens tout à fait primaire. L'essence, c'est ce qui fait qu'une chose soit ce qu'elle est, n'est-ce pas? Alors, effectivement, l'organisme va apercevoir comme extérieur les images qu'il peut découper dans lui, n'est-ce pas? Alors, c'est le principe, entre autres, des énactions de Varela, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'avec ces flux-là énergétiques, moléculaires, etc., qui, une fois encore, n'est pas une masse magmatique uniforme, dans la perception, ce qui va passer à la perception, c'est avec quoi l'organisme peut construire quoi? Des formes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est la aperception par rapport à la perception. La perception, effectivement, n'est pas limitée. Là, dans les dessins apparaît limité. Au-dessous, on a mis une couche illimitée, n'est-ce pas? La aperception, n'est-ce pas, d'un rapport avec la perception, va construire, à partir des stimuli qui arrivent, va construire quoi? Va construire des formes, va construire un monde. Or, ces mondes-là, les mondes que chaque organisme va construire d'après les capacités de son espèce, non? D'une part, n'est jamais une opération absolument solipsiste, n'est-ce pas? S'il y a quelque chose que Huxley, non? Dans sa conception de la formation d'un monde, n'est-ce pas? Et lui, il va considérer que chaque organisme construit un monde à partir de son appareil aperceptif. C'est-à-dire, comme dirait Varela, quand je perçois cette bouteille, plus que de la bouteille, je m'informe de comment est-il structuré mon cerveau. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que cette même bouteille que je perçois comme bouteille, que je nomme bouteille, etc., eh bien, un autre organisme, un mammifère proche de nous, un chien, un chimpanzé, peut-être perçoit quelque chose de plus ou moins pareil. Bien entendu qu'une fourmi, une araignée
va construire une image absolument différente de cet objet-là. C'est un tout petit peu l'exemple de la forêt, la feuille, l'arbre, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand j'ai construit une image de la forêt, c'est vrai, il y a une forêt. Quand j'ai construit l'image d'un arbre, il y a un arbre. Quand j'ai construit l'image d'une feuille, il y a une feuille. Mais ce sont des niveaux d'image que je peux énacter, comme dirait Varela, ou apercevoir, qui parlent de mon appareil cérébral, de mon appareil perceptif, n'est-ce pas, beaucoup plus que d'une réalité extérieure comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les principes, toute la conceptualisation neurophysiologique et philosophique autour de la aperception, effectivement, ils vont dire que finalement, l'unification de l'hétérogène du monde, pour dire comme ça, eh bien, ne dépend pas de que l'objet perçu existe en tant que tel, mais dépend surtout de mon appareillage, dans notre cas cérébral. Vous comprenez que la dernière fois, par exemple, on parlait des catégories, des essences, même en évoquant des catégories comme masculin, féminin, n'est-ce pas? Où on évoquait aussi comment ça s'est fait que tout à coup, Stefano Mancuso, il peut nommer concevoir une plante d'une façon absolument différente de comment on la concevait avant. Alors, le problème avec la question de je construis l'image dans ma tête, effectivement, c'est le danger d'un solipsisme. C'est pas le danger d'un solipsisme, c'est-à-dire de concevoir que les mondes seraient une sorte, les contextes, je ne sais pas pour le nommer comme on dit monde de façon un peu raccourcie, les mondes seraient constitués par des entités absolument énigmatiques, magmatiques, et que c'est seulement mon cerveau qui va donner du sens, qui va ordonner ces mondes-là. Alors là, il y a deux solipsismes possibles. Un solipsisme neurophysiologique qui consiste effectivement à une sorte de radicalisation de la position de Varela, dans lequel on dirait, bon, mais effectivement, depuis la perception arrive un stimuli X avec lequel l'organisme construit une catégorie, une forme, n'est-ce pas? Il va construire ça, mais qu'à vrai dire, les stimuli en question est tout à fait en forme. C'est-à-dire que ce n'est qu'à un niveau organique qu'existe une donation de forme. Il faut savoir, avant de voir la question du solipsisme, que quand Varela, avec d'autres, n'est-ce pas, a articulé avec la théorie de l'émergence de l'époque, n'est-ce pas, qui était très, très forte il y a une quarantaine d'années, quand Varela va construire la théorie de l'inaction, il va opérer une boucle, n'est-ce pas, la fin d'une boucle, il va fermer une boucle qui s'était ouverte quelque part avec la grande crise épistémologique de 1900. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en 1900, il y a une sorte de perte des catégories qui unifiait jusque-là, d'une certaine façon, l'hétérogène du monde. Alors, bon, on ne va pas aujourd'hui développer des choses qu'on a beaucoup développées, n'est-ce pas? On peut revenir, si vous voulez, dans les questions. Mais c'est vrai que nous pouvons considérer que vers les années 50, 60, pour la première fois, en dehors de toute position réaliste qui dit la chose existe en tant que telle, n'est-ce pas? En dehors de moi, non? Pour la première fois, vers 1950, avec un précédent fantastique qui est Match en 1910 par là, pour la première fois, on va avoir une théorie qui nous permet de dire à quoi correspondent les entités que nous percevons dans le monde, c'est-à-dire à quoi correspondent les choses du monde, non? Qui depuis un siècle, avec une interprétation très abusive de la physique quantique, paraissait être diffuse, n'est-ce pas? Ce que je perçois
existe comme tel ou c'est ce que je perçois est une pure construction. Et alors là, les deux positions solipsistes. Une, neurophysiologiquement, ce que je perçois dépend strictement de la structure de mon cerveau par rapport à une matière X sans forme, ou le solipsisme langagière qui dit tout est signifiant, comme dirait Lacan, ou tout est récit sans méta-récit. C'est-à-dire que c'est quand même un tout petit peu une sorte de dérive heideggerienne dans laquelle c'est la langue qui permet, qu'émerge ce qui fait être, n'est-ce pas? La langue étant, dirait Heidegger, la maison de l'être, et l'être, c'est ce qui fait être les choses. C'est-à-dire que ce qui est, dans ce qu'on connaît plus tard comme le tournant linguistique, ce qui est, ce que j'identifie, dépend du récit que j'ai construit, de la langue. Alors là, vous imaginez, c'est-à-dire par rapport à l'époque que nous vivons aujourd'hui, dans laquelle effectivement on est dans une sorte de crise tourbillonnante absolue de toutes les catégories, n'est-ce pas? On se trouve exactement dans cette description du Galilée, des brèches dans lesquelles on ne sait pas où est le haut, où est le bas, où est le nord, où est le sud, n'est-ce pas? On pourrait dire il y a une mise en cause de toutes les catégories que jusqu'ici paraissaient ordonner notre monde. Alors imaginez-vous que c'est quand même très important, c'est très très important d'avoir une petite idée de d'où nous pouvons penser qu'émerge et quel est le principe de légitimation d'une catégorie, de quelque chose qui existe. Je ne sais pas si c'est plus ou moins compréhensible, parce que comme je vois juste un écran, mais ce que je veux dire, c'est que l'importance de travailler, pas qu'aujourd'hui, travailler en ces moments historiques, travailler aujourd'hui sur les images produites, non, les catégories produites à niveau apperceptif, c'est quand même, disons, la tâche centrale à laquelle consciemment ou inconsciemment tout le monde s'adonne, parce qu'effectivement, dans la mise en cause de toute catégorie, apparaît effectivement la question de mais sur quoi sont fondées les catégories? Alors, il y a donc deux tendances solipsistes. La tendance solipsiste neurophysiologique qui consisterait à dire bon, mais dans l'hétérogène magmatique et uniforme, il n'y a que mon cerveau et les cerveaux des autres espèces qui énactent ces formes-là à partir d'une pâte à modeler en forme, et l'autre est la langagière, c'est-à-dire, à vrai dire, tout est signifiant et du réel, le réel, comme dirait Lacan, le réel, ce n'est que ce qui fait trou dans la chaîne signifiante. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun réel qu'on puisse nommer au-delà de ce que les signifiants dans la chaîne signifiante peuvent discrétiser. Alors, par rapport à ça, effectivement, le premier pas de sortie va nous donner l'idée que nous avons développée avec Bastien de la dimension apperceptive commune. Ça veut dire quoi une dimension apperceptive commune? Dans ce sens-là, la dimension apperceptive commune veut dire que si tout organisme, effectivement, va à construire un monde, donc va ordonner, construire un monde, c'est-à-dire va ordonner un monde, va catégoriser un monde, ou pour le dire d'une façon philosophique, va concevoir des essences par rapport au devenir. Quel est le problème, après tout, des essences? Le problème des essences dans la philosophie, c'est que les essences renvoient à une hors-temps. Vous savez, on comprend mal le concept d'éternité parce que, d'une façon un peu paradoxale, on temporalise les concepts d'éternité. L'éternité ne veut pas dire ni mortalité, ni beaucoup de temps, ni... L'éternité veut dire, tout bêtement, hors du temps. Ça veut dire que quand moi je veux, quand je vois, quand je peux énacter une table, eh c'est quoi l'essence de la table? L'essence de la table, c'est ce qui fait que cette table soit une table, n'est-ce pas? Alors, l'essence de la table, la tablitude de la table, n'est-ce pas? Eh bien, cette tablitude de la table qui a provoqué tellement de débats à travers toute l'histoire de la philosophie entre les réalismes et les nominalismes, l'universalisme, etc., et le nominalisme, eh bien,
nous pouvons dire effectivement que dans un certain point de vue, d'une façon beaucoup plus refroidie, beaucoup plus, disons, terre à terre, eh bien, nous pouvons aborder la question des essences d'une façon tout à fait désacralisée en disant qu'une essence est ce qui permet que j'aperçoive une table en étant en relation perceptive avec un tas d'objets tout à fait différents. C'est-à-dire que cette table-là peut ne plus exister et quand même, je vais voir une autre table qui n'a rien à voir avec cette table et je vois que c'est une table. N'est-ce pas? Ah, bon, je vois que c'est une table. Alors, voir que c'est une table, ça signifie d'une façon donc refroidie et désacralisée, effectivement avoir un rapport avec l'essence de la table. C'est-à-dire ce qui fait que la table soit une table. N'est-ce pas? Alors, effectivement, c'est hors du temps. C'est hors du temps. Or, cette formation, cette production des essences, cette production des catégories que certains vont substantialiser en disant non, 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 mais il y a une tablitude de la table, comme il y a une féminité de la femme, une masculinité de l'homme, une cannerie du chien, n'est-ce pas, etc. Il y a une substantialisation de l'essence. C'est-à-dire, l'essence, elle est comme ça. Elle est extérieure à ces processus aperceptifs, n'est-ce pas? Alors, ça pose un problème qu'on verra tout de suite. Mais dans tous les cas, c'est que nous pouvons dire que la production de ces essences, de ces catégories, de notre point de vue, est bien loin de relever d'un solipsisme quelconque et encore moins de quelque chose qui pourrait se passer d'un point de vue individuel. Nous ne pouvons qu'évoquer Kant, non? Avec l'esthétique transcendantale, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'esthétique transcendantale, ces concepts, cette façon de dire qu'il y a une transcendantalité, c'est-à-dire quelque chose qui articule, qui agence, n'est-ce pas? Qui agence les différents systèmes aperceptifs par rapport à des formes qui se construisent en commun, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les systèmes aperceptifs des différentes espèces, des différents organismes, s'agencent dans des écosystèmes, nous dirons, dans des systèmes collectifs, où effectivement, ça va permettre que ce que moi je perçois, ce que moi j'aperçois, l'image que je forme, n'est jamais simplement le fruit d'une inaction de mon cerveau, mais ce que je aperçois dépend d'une articulation des éléments vivants, inertes, des autres êtres vivants qui sont dans un contexte et qui vont participer tous, ils participent, ils complotent, comme on disait, non? Ils participent à la production des images communes. Mais ces images communes ne font pas que les chiens qui est à côté de moi, l'arbre va apercevoir la même image. Il y a un processus commun et un processus à la fois distributif. C'est-à-dire que les images aperceptives que j'ai construites, que chacun de nous construit, que chaque espèce construit, eh bien, les images aperceptives correspondent à deux dynamiques. Une dynamique commune, c'est-à-dire il n'y a jamais une aperception, il n'y a jamais la possibilité de créer à niveau purement individuel de l'organisme d'une image aperceptive. L'image aperceptive, elle dépend toujours de quelque chose de commun, cette dimension de l'esthétique transcendantale, n'est-ce pas, qu'évoque, que développe Kant. Et cette esthétique transcendantale fait que les images aperceptives sont produites depuis une dimension commune et après sont distribuées. C'est-à-dire qu'après, dans chaque organisme, cette, pour dire comme ça, information commune prendra des formes adaptées à chaque organisme, à chaque espèce. N'est-ce pas? Alors, juste un point encore avant de revenir un peu en arrière. Effectivement, cette dimension aperceptive commune, non, est la dimension de l'agir.
mais et la dimension de l'agir, non pas parce que ça va permettre un agir, mais parce que toute aperception est une action. Toute aperception est une action d'élaboration de le pré-individuel perceptif vers des images aperceptives. C'est-à-dire que la connaissance est toujours une action. Il n'y a pas une connaître pour agir. La connaissance implique toujours un agir qui est un agir donc commune et qui après, de façon distributive, s'installera chez chaque espèce et chez chaque individu de l'espèce avec des différences plus ou moins grandes pour former ces images du monde que chaque individu et chaque espèce produit comme son monde. Mais maintenant, si on peut faire un pas encore en avant, sans que ce soit trop compliqué, il se pose, je voulais citer vous avez une phrase de Cassirer, le philosophe Cassirer, que j'avais déjà évoqué il y a quelques séances du séminaire. Il va dire l'objet est extérieur, n'est-ce pas? L'objet est extérieur. Alors, les réalistes, ils vont dire l'objet, on va dire que là où c'est marqué un, c'est l'objet. Les réalistes diront l'objet préexiste, absolument préexiste à toute perception à perception, préexiste. Vous voyez? Ils vont dire une pierre existe en soi et moi je la connais ou je ne la connais pas, mais elle existe en soi même si jamais personne ne la connaît pas, ne la connaîtra, n'est-ce pas? Il y a le deuxième pas qui est le pas donné par Match, la relation. Il va dire, à vrai dire, ce qui existe est la relation entre un X, là, un X, et un organisme. Mais ce qui existe est la relation, va dire Match, n'est-ce pas? Alors, nous avons dit la phrase de Cassirer. Il va dire, l'objet, dit Cassirer, n'est pas la source de la connaissance, mais le produit de sa fonction stabilisatrice. C'est-à-dire, l'objet, va dire Cassirer qui est un lecteur, disciple et modificateur de Kant, n'est-ce pas, un néo-kantien. Cassirer, il va dire, l'objet n'est pas la source de la connaissance. Ça veut dire que quand je veux connaître quelque chose, je ne connais pas un objet qui soit la source de ma connaissance. Pour revenir aux exemples qu'on parlait la dernière fois, quand je dis, il y a une femme, il y a un homme, il y a un chat, il y a la couleur de la peau, il y a, je ne sais rien, vous voyez, toutes les catégories qu'on peut citer, n'est-ce pas? Eh bien, ce qui va dire Cassirer, c'est que l'objet, il ne faut pas les penser, il ne faut pas les concevoir comme la source de la connaissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un objet là comme les réalismes des Lumières, par exemple, vous pouvez les penser, n'est-ce pas, tout le réalisme. Il y a un objet là, et moi, la connaissance doit aller vers l'objet, s'ouvrir à l'objet, pour le connaître dans sa réalité essentielle, dans une essence là, donc substantialisée, n'est-ce pas? Alors donc, il n'y a pas une essence substantialisée que je connais. L'essence, on disait tout à l'heure, l'essence, c'est ce qui va construire l'organisme comme ce qui persiste au-delà des changements. C'est-à-dire ce qui fait qu'une table soit une table, au-delà qu'il n'y ait plus cette table, que ce soit une autre table, ou qu'il n'y ait plus de table du tout, mais reste le concept de table. N'est-ce pas? Alors, l'essence, on va dire, ne se situe pas ici, dans l'objet à connaître, n'est pas la source de la connaissance. N'est-ce pas? L'objet, va dire Cassirer, est le produit de la connaissance. Les produits, et c'est là ce que je voulais dire aujourd'hui pour commencer le séminaire qui me semblait important, dans la discussion qu'on avait la dernière fois par rapport au genre, par rapport aux catégories, par rapport aux grands changements aujourd'hui de toute notion, non, dans notre monde, eh bien, quand même, il va dire Cassirer, l'objet n'étant pas la source de notre connaissance,
est le produit qui va stabiliser notre connaissance. Va stabiliser notre connaissance. Alors on se dit, mais ça veut dire quoi ça? Parce que si nous prenons la première partie simplement de la phrase de Cassirer, l'objet n'est pas la source, l'objet n'est pas la source de la connaissance. Alors nous, on pourrait reculer vers une position solipsiste. Je dis, l'objet n'est pas la source de la connaissance. Donc la source de la connaissance, c'est le sujet de la connaissance, pour parler de façon classique. Mais il va dire, non, il a une fonction stabilisatrice. Alors là, si l'objet a une fonction stabilisatrice, ça veut dire donc que apparemment, ici, il n'y a pas qu'un X dont on peut faire tout ce qu'on veut. Alors, juste pour réveiller deux ou trois, au cas où, hein, ça veut dire que, par exemple, quand je dis femme, voilà, là, ça va réveiller, et quand je dis femme, je ne suis pas en train juste de nommer quelque chose que d'une façon culturelle, non, sociale, je produis ici. Vous comprenez? C'est-à-dire, Cassirer va dire, attention, il y a une fonction stabilisatrice, l'objet. Ah merde, il y a une fonction stabilisatrice. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un reste qui n'est pas simplement produit ici. Il y a quelque chose là qu'il y a très très longtemps, nous appelons déjà X-tolérance. Il y a une fonction, l'objet de X-tolérance. Ça veut dire que de tolérer ou n'est pas tolérer la production qu'on a fait ici. C'est qu'ici, on nomme l'objet. D'accord? Alors, pour être un tout petit peu plus clair ou plus confus encore, si l'objet n'avait aucune fonction stabilisatrice, non, l'objet, alors on met l'objet là, pourquoi? On met l'objet là parce qu'à niveau perceptif, vous savez bien comment ça se passe. On produit l'image là et on la projette à l'extérieur, n'est-ce pas? Ça c'est clair, non? Pourquoi l'objet il peut rester dehors? L'objet reste dehors, ah, c'est machine de merde. Et l'objet reste à l'extérieur parce qu'effectivement, je conçois l'image de cette machine de merde dans ma tête, mais effectivement, je la projette à l'extérieur, chose que je suis très content parce que je n'aimerais pas avoir cette machine de merde dans ma tête. Et alors donc, effectivement, l'objet, quand je dis l'objet a une fonction stabilisatrice, je peux le dire ici, c'est plus clair, ou ici, l'objet. Mais c'est plus clair de le dire là. Pourquoi c'est plus clair de le dire là? Parce que Cassirer va pointer quelque chose d'un réalisme. Vous voyez, d'un principe réaliste. C'est qu'avec Bastien, dans les bouquins, on appelait annexé de réalisme. Pourquoi? Parce que si nous sommes d'accord avec Match, c'est fantastique, Match. Match, il va dire, à vrai dire, il ne faut pas s'occuper ni de l'objet, ni du sujet. Tout ce qui existe sont les sensations, c'est-à-dire en comprenant par sensation les relations qui émergent à partir d'une interaction entre deux objets, entre deux entités, dont Match s'en fout. Dont Match s'en fout. Non? Il va dire, c'est les relations qui existent. Et ce n'est pas qu'il s'en fout par ignorance, il s'en fout parce qu'il va dire, c'est la relation émergente qui aura une sorte de fonction pré-individuelle, c'est la relation qui va permettre d'émerger et l'objet et le sujet. Vous comprenez? C'est pourquoi, vous comprenez, non? C'est-à-dire, c'est la relation, c'est à partir de la relation qu'émergeront les entités, sujets et objets qu'après nous allons vivre comme si c'était comme ça. Mais il va dire Match, ce qui existe, c'est la relation. Nous ne pouvons qu'être d'accord avec Match d'un point de vue phénoménologique. C'est la fameuse maille qui fonde la réalité, n'est-ce pas? Et alors, comme on disait, la maille doit être oubliée pour que la réalité existe. Alors, ça veut dire quoi? La maille doit être oubliée. Bah, je vis dans un monde dans lequel il y a des sujets, des objets, dans une sorte d'oubli de la maille, oubli de la relation, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je vis
effectivement, je prends la bouteille, je parle avec Bastien, et tout ça, c'est très bien individué. Tout ça, ça a l'air de tenir le coup très bien. Ce qui va dire match, c'est tout ça, ça tient le coup très bien, mais ce qui existe, ce qui donne existence est la relation qui va parler, qui va nommer émotion. Émotion, qui va nommer émotion. Alors, c'est très bien, apparemment, donc, si tout ce qui existe, c'est la relation, on peut alors pas seulement congédier l'objet, mais congédier le sujet. C'est-à-dire, on dit, bon, on est tous dans l'oubli, on est tous dans l'oubli que la maille est faite que des émotions, n'est-ce pas, que la maille est faite, que la maille sous-jacente, c'est ce qui existe. Et à vrai dire, on vit dans une réalité que, comme on disait, si vous vous rappelez, on disait, le réalisme, la réalité est fondée sur l'oubli de la maille. C'est-à-dire que pour pouvoir exister, les chiens, les chats, les fourmis, les humains, pour pouvoir exister, il faut bien quand même fonctionner comme si on était des entités distinctes, n'est-ce pas? Et il vaut mieux, n'est-ce pas? Sinon, on est dans une sorte de psychose absolue. Donc, il faut oublier la maille, cette maille relationnelle des matchs. Et on disait, il y a quelques séances, le réalisme, c'est quoi? Le réalisme, c'est l'oubli de l'oubli. C'est-à-dire que pour vivre, je dois pouvoir oublier la maille, n'est-ce pas? Je dois agir dans des distinctions. Et ce n'est pas une blague, parce que la psychose nous enseigne, nous montre, nous éclaire un tout petit peu de qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas oublier la maille, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le psychotique, il souffre parce qu'il ne peut pas oublier la maille. Le psychotique, il a du mal à découper les entités, vous comprenez? Le psychotique aura une sorte de vision, pour ainsi dire, partielle, mais holistique, dans laquelle il y a des unités que nous qui vivons dans la réalité, entre guillemets, normale, stabilisée, eh bien pour nous, les unités qui vont découper les psychotiques ne correspondent pas à nos unités. Vous comprenez? Mais pourquoi? Parce que la psychose est une sorte de trou qui rend la maille trop présente, empêche l'oubli de la maille. C'est ce que, d'un point de vue psychanalytique, on appelle le refoulement primordial, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est le grand refoulement qui permet qu'on vive comme des entités séparées, bien que la séparation soit toujours relative. Bon. Et alors, le réalisme, on disait, le réalisme, c'est l'oubli de l'oubli. Vous voyez? C'est-à-dire que pour sauter d'un champ conceptuel à l'autre, si l'individu repose toujours sur les champs du pré-individuel, non? L'oubli est quand tout à coup l'individu refoule tout élément de pré-individuation dans soi. Un élément de pré-individuation, ça veut dire ce qui fait que jamais je vais me prendre pour une entité tout à fait saturée, du genre un Français est un Français, un homme est un homme, une femme est une femme, vous comprenez? Une essence substantialisée. Hein? C'est-à-dire que l'oubli de l'oubli, c'est cet individu pathologique et socialement très dangereux. L'oubli de l'oubli, c'est cet individu qui va se considérer, donc l'objet là, il est considéré comme qu'effectivement, il est que comme ça et qu'il n'a aucune partie, il n'y a rien de pré-individuel qui va venir détotaliser en permanence les entités. Vous comprenez? La fonction de détotalisation est justement ce que est la source de la liberté. D'un point de vue sartrien, est la source de la responsabilité de la liberté. C'est ce qui permet que tout à coup, on sache que A n'est pas égal à A, n'est-ce pas? C'est-à-dire que A, entre A et A, il y a un néant, donc, mais ce néant n'est pas rien, dit Sartre, n'est-ce pas? Ce néant n'est pas rien. Hein? Alors, c'est ce qui permet de dire, je suis un homme. Alors, tu es un homme? Oui, d'accord. Mais si vraiment tu crois que tu es un homme, comme il écrit Sartre dans L'être et le néant, il dit,
un médecin qui se prend pour un médecin est un fou, il dit, n'est-ce pas? Et c'est un tout petit peu les guichetiers de la préfecture de police qui dit, écoutez, madame, vous me dites que si vous rentrez dans votre pays, on vous figouille, mais moi, je suis qu'un guichetier. C'est la mauvaise foi, avec tout le côté criminel de la mauvaise foi, n'est-ce pas? Et dire, moi, je suis un conducteur de train. Non, voilà. Alors, c'est très dangereux pour un conducteur de train penser qu'il n'est qu'un conducteur de train parce qu'il risque son train d'aller vers l'Est, par exemple. Et alors donc, effectivement, l'oubli de l'oubli, c'est quand tout à coup, cette relation-là qui constitue la maille, elle n'est pas simplement dans un oubli, dans un primaire oubli, qui permet en permanence la liberté, va permettre la liberté. C'est quand même, s'il y a une différence entre un artefact d'intelligence artificielle et l'intelligence vivante, c'est effectivement que l'appareil d'intelligence artificielle, il est ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est quelque part la damnation des objets d'être seulement ce qu'ils sont, n'est-ce pas? D'être seulement ce qu'ils sont. C'est leur caractère transitif, n'est-ce pas? C'est le caractère transitif. Une radio est une radio, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si un médecin qui se prend pour un médecin, si un flic qui se prend pour un flic, si un père qui se prend pour un père est un fou et est en danger, eh bien, il vaut mieux qu'une radio ne se prenne pour rien et qu'elle ne soit qu'une radio. Vous voyez? Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un agrégat utile qu'on a construit que pour ça, de façon transitive. La différence réside dans la dernière phrase de L'être et le néant de Sartre, quand il va écrire « L'homme est une passion inutile ». C'est-à-dire, c'est la non-transitivité du vivant, n'est-ce pas? L'objectif du vivant, c'est être le vivant, en courant toujours derrière cette angoisse existentielle causée par le néant, par cette impossibilité d'être ce qu'on est de façon définitive. Bien. Alors donc, nous, on disait, pour revenir à Cassirer, il va dire, ok, très bien, il y a la relation. Juste pour vous bordéliser la tête un peu plus, parce que j'ai fait des tiroirs de tous les côtés, vous savez que Lénine, pour les plus jeunes, Lénine, ce n'est pas une marque de jeans, c'était un Russe qui a fait une révolution en Russie, avant Poutine déjà. Et alors donc, Lénine, le seul bouquin de philosophie qu'a écrit Lénine s'appelle Matérialisme et empirocriticisme. Et c'est un bouquin qu'il écrit contre Match, figurez-vous, c'est quand même incroyable, non? Et qu'est-ce qu'il avait à faire, le petit Lénine, petit détail, qu'est-ce qu'il avait à faire Lénine à casser les pieds à Match? Pourquoi est-ce qu'il était si fâché contre Match? Eh bien, parce que Lénine avait besoin d'un matérialisme positiviste, matérialisme pas positiviste, il serait très fâché, les léninistes, si je dis ça, matérialisme dialectique, mais dans le sens auquel Lénine avait besoin de dire l'objet existe de façon tout à fait indépendante de la conscience. Alors, Match, il dit, mais il a tout à fait raison, qu'est-ce qu'il a s'énerver là, les Russes? Bien entendu que l'objet existe tout à fait indépendant de la conscience. Simplement, l'objet n'existe, les objets et ce qu'on appelle les sujets sont secondes par rapport au pré-individuel, n'est-ce pas? Donc, la relation. Alors, Match, à vrai dire, il établit un principe tout à fait matérialiste. Tout à fait matérialiste, simplement, il saute ce que, pour évoquer les discussions actuelles des genres, etc., va sauter la bipolarité cartésienne. Vous comprenez? Il va sauter la bipolarité cartésienne. Je vous rappelle quand même que, malgré les discussions à la mode, la bipolarité n'est pas simplement dire qu'un homme est un homme et une femme est une femme, c'est aussi dire qu'il y a la culture et la nature, qui est, vous voyez, c'est-à-dire c'est tout l'Occident, quoi. L'Occident, hein, c'est-à-dire un sujet, un objet. Bon. Alors donc, Lénine, là, voilà, Lénine, il va adhérer à un matérialisme piégé dans l'idéalisme cartésien parce que tout à coup, il a besoin que l'objet existe indépendamment du vivant qui les discrétise, qui les sépare. D'accord? Alors,
j'insistais beaucoup sur les concepts de stabilisation qu'il va utiliser Cassirer. Il va dire ça stabilise, ça stabilise. Bon, c'est-à-dire que l'objet, effectivement, l'objet, il est le fruit de la relation, mais quand même, il y a quelque chose là qui a le droit de dire oui ou non, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui doit stabiliser. Bien, ce que je peux dire là pour avancer là-dessus, ne pas rester bloqué trop sur cette première partie, effectivement, nous pouvons dire, et dans les mamotretos qu'on avait construits, vous avez vu que dans la partie d'en bas, là où il y a les éléments inertes, les objets, etc., n'est-ce pas? Une sorte de soubassement physico-chimique, moléculaire, on a mis les structures dissipatives. Les structures dissipatives, n'est-ce pas? Les structures dissipatives, c'est-à-dire toute cette épistémologie de la singularité, de la criticité, ou comme dirait René Thom, de catastrophe, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que effectivement, depuis maintenant, je ne sais pas, on peut dire 70 ans, hein, c'est très récent, on est en train de vivre un changement par rapport à la conception de la matière. Et ces changements par rapport à la conception de la matière consistent à nous éloigner de la vision laplacienne de la matière comme quelque chose de tout à fait mécanique, quelque chose de tout à fait mécanique, qui n'obéirait qu'à des lois de la mécanique, n'est-ce pas? Et alors, effectivement, c'est ce qui va mettre en forme, et qu'il n'y a pas que lui, mais c'est lui qui va les mettre en forme, n'est-ce pas? Et qui va faire le pas en avant, qui est Prigogine, n'est-ce pas? Dans sa description des structures dissipatives. Une structure dissipative, ça veut dire quoi? Une structure dissipative, ça veut dire que, effectivement, dans la matière inerte, existent des mouvements de auto-organisation. De auto-organisation. Vous comprenez? C'est-à-dire que avec la matière, avec les soubassements avec lesquels je peux produire un objet, il n'y a pas ici un magme en forme, comme le dit Piaget. Il n'y a pas un magme en forme uniforme, n'est-ce pas? Il existe quand même, c'est ça le point d'excès de réalisme, il existe, d'après les différentes théories, n'est-ce pas, des catastrophes, des singularités, des criticités dans le sens des Prigogine, n'est-ce pas? Il existe quand même un rapport qui tolère ou ne tolère pas les découpages que je vais faire. Vous comprenez? C'est-à-dire que je ne peux pas, ce n'est pas simplement une question ni de ma construction physiologique cérébrale, l'existence de l'objet, n'est-ce pas, le découpage de l'objet, c'est ni qu'une question neurophysiologique, ni qu'une question langagière. N'est-ce pas? Ce n'est pas simplement quelque chose que je produis ici et je projette vers l'extérieur. Vous comprenez? Prigogine, à partir de Prigogine, Thom et les autres, n'est-ce pas? Mais c'est Prigogine qui va mettre les choses plus clairement de mon point de vue. Et bien, d'après Prigogine, effectivement, il y a une relation. Cette relation de l'organisme avec X va produire ici l'objet. L'objet, je vais le percevoir comme extérieur, mais je ne peux pas projeter n'importe quoi. Vous comprenez? Alors donc, on était en train de dire l'objet, cet objet qu'on projette à l'extérieur, ne tolère pas n'importe quel mode de discrétisation. C'est-à-dire que je ne peux pas dire tout et n'importe quoi de cet objet. Dit autrement, que c'est déjà plus grave, les objets discrétisés, c'est-à-dire hommes, femmes, vaches, plantes, okay? Les objets discrétisés ne tolèrent pas, ne dépendent pas simplement d'un travail constructiviste, agrégatif, à travers lequel j'arrive à les nommer. N'est-ce pas? Par exemple, quand Marx va développer le concept de classe ouvrière, la classe ouvrière, jusque-là, personne n'avait parlé de classe ouvrière, vous voyez? Eh bien, c'est un découpage qu'il propose. Il propose un découpage. Pourquoi? Parce que
Et effectivement, un ouvrier, ce qui va déterminer comme ouvrier, un ouvrier peut être français, allemand, petit, grand, noir, blanc, homme, femme, père, mère, je ne sais rien, footballeur, vous voyez. Et lui, il va prendre dans la multiplicité, dans l'hétérogène, il va proposer quelque chose, donc une essence, ni plus ni moins, une essence. Il va proposer une essence, une catégorie. Il va dire, la classe ouvrière existe. Ah, bah, c'est un pari, merde, c'est un pari. Hein, c'est un pari. D'ailleurs, les catégories du sens commun et de la pensée critique, ils sont toujours en bagarre. Hein, c'est-à-dire, quelle est la bonne catégorie, existe, n'existe pas. Alors, donc, effectivement, Marx va dire, la classe ouvrière, pas seulement existe, mais en plus, il y a un rôle, il y a une fonction historique, etc. Mais si tout à coup, on essaye de dire le supporter de Paris Saint-Germain, bon, il existe, vous voyez, c'est-à-dire que c'est compliqué, c'est-à-dire c'est compliqué de créer une catégorie parce que justement, il y a le rôle, je le touche délicatement, cette merde, il y a le rôle stabilisateur de l'objet, non? Et alors, vous voyez, il y a quelque chose là qui fait du bruit, mais pas la machine. Il y a quelque chose qui fait du bruit. Parce que si je propose une catégorie, je propose la catégorie classe ouvrière. Bon, je propose la catégorie classe ouvrière. Comment ça se fait que cette catégorie a un rôle stabilisateur? Eh bien, cette catégorie a un rôle stabilisateur parce qu'effectivement, les pré-individuels à partir desquels émergent des entités individuelles n'est pas une masse informe. Et alors, c'est la phrase que je voulais vous lire de Cassirer, non? Quand il dit « Le monde n'existe pas pour nous sous la forme d'entité énigmatique qui, en corrélation avec une autre entité aussi énigmatique, le moi, produirait les sensations, ces choses accessibles à la connaissance. » C'est une critique à match. Hein? Pardon. Oui, non, c'est bon. Et donc, il va dire, attention, il ne faut pas concevoir le rapport perceptif, que je répète, ce n'est pas juste individuel, puisque la perception correspond à un mécanisme, à une dimension commune. Bon, okay. On ne doit pas percevoir les rapports aperceptifs objet comme une entité énigmatique X avec une autre entité énigmatique X que seulement par la relation devient concevable. Vous voyez? Et il va dire, attention, il y a ici et ici plus qu'un trou. Plus qu'un trou, ça veut dire plus que c'est que la position lacanienne, par exemple, prendrait de dire le réel n'est pas autre chose que ce qui fait trou dans les symboliques. Alors il va dire, attention, il n'y a pas ici un énigme, ici un énigme. Ici et ici, il y a plus que simplement les sensations. C'est pour ça que c'est une critique sans le nommer un match, n'est-ce pas? Parce que c'est match qui va dire, il va nommer ces relations-là comme les sensations, un tissu de sensations, une maille de sensations. Il va dire, il y a plus que ça. C'est là où on peut faire un peu le point. Bien, qui est plus que ça, ça veut dire qu'effectivement, les différents niveaux d'individuation ne proviennent pas du néant, vous voyez? Ne proviennent pas du néant. Ce n'est pas à l'image, par exemple, de ce qu'on appelle dans la physique quantique la réduction du paquet d'ondes, vous voyez? C'est-à-dire, avec une X, n'est-ce pas? Tout à coup, il y a une réduction du paquet d'ondes, il y a un photon, n'est-ce pas? Il y a une particule. Ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, il y a quand même des densités, il y a des couches, il y a une sorte de... c'est-à-dire des sédimentations, non? Qui va à conditionner de l'extérieur aussi ce qui peut émerger. Vous comprenez? C'est là où il y a un excès de réalisme dans lequel, dans notre point de vue phénoménologique, on va articuler les deux dimensions, n'est-ce pas? Comme la phrase de Piaget, tu m'as piqué la phrase de Piaget, toi. Si.
la phrase de Piaget, c'est quoi? C'est ça. Ouais. Quand il dit les processus d'individuation ne s'opèrent pas sur un magma informe. Il faut penser cette émergence comme étant aussi déterminée par des contraintes du contexte préexistant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas que, comme disait Sartre, pour prendre un exemple social, non? Sartre, il va écrire dans L'être et le néant une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre. Il va dire les Juifs n'existent que dans le regard de l'antisémite. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là-dedans? Il veut dire, à vrai dire, juif est l'essence, la catégorie juif ne correspond qu'à quelque chose qui existe dans la tête de l'antisémite. Eh bien, la fonction stabilisatrice de l'objet, d'une façon un peu drôle, serait donnée par le fait que les fameux films, vous connaissez Monsieur Klein, les films dans lesquels on l'a fait les mauvais tours à Alain Delon, qui est un peu antisémite, on l'a fait jouer le rôle de quelqu'un qui s'est fait prendre pour un juif. Alors, Monsieur Klein, c'est comme ça. Il y a Klein non juif qui est Delon, il y a un clan juif. Et on va arrêter les clans juifs et ils se trompent, bon, il y a un truc, et ils prennent Delon, qui est non juif. Alors on s'est dit, si nous pouvons dire, eh ben, si vraiment les juifs n'existaient que dans la tête de l'antisémite, alors on pourrait dire, bah, finalement, les personnages joués par Delon, puisqu'il est capturé dans la tête de l'antisémite comme un juif, il devient juif, vous comprenez? Ça serait les caractères magiques des donations d'une essence seulement dans l'essence perceptive, vous voyez, c'est-à-dire au langagière. C'est-à-dire que ce qui existe dépend seulement des images que j'ai construites ici ou de la langue, n'est-ce pas, de ce que je vais nommer. Eh bien, si nous pouvons dire que si des films ont un sens, n'est-ce pas, c'est parce qu'effectivement, ben, ils sont trompés. Vous voyez, c'est-à-dire l'antisémite s'est trompé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il les voit comme juifs qu'il devient juif. C'est ça l'essence du film, ils se sont trompés. Vous comprenez? Alors, c'est là où il y a le concept de X-tolérance, dans le sens auquel on dit, effectivement, il y a un caractère stabilisateur de l'objet, parce que bien que l'objet n'existe pas à l'extérieur, ne préexiste pas à l'extérieur, eh bien, l'objet émergent ici, dans sa projection à l'extérieur, va souffrir et subir une correction stabilisatrice. D'un point de vue psychiatrique, heureusement que c'est comme ça, parce que c'est quand même un tout petit peu ce qui nous permet de faire la différence entre un patient tout à fait délirant et quelqu'un qui a une imagination forte, par exemple, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que quelque chose, nous allons lui donner la catégorie d'existant et à l'autre non, n'est-ce pas? Eh bien, on va donner la catégorie d'existant par rapport à la fonction stabilisatrice de l'objet qui, du point de vue épistémologique que nous parlons, ne dépend pas, parce que ça serait sinon une sorte de retour à l'envoyeur, n'est-ce pas, ne dépend pas que des catégories socioculturelles et subjectives. Parce que si, vous comprenez, c'est-à-dire la blague quand même qui ferait une sorte de renvoi, ça serait de dire les caractères stabilisateurs de l'objet est produit par les catégories socioculturelles. Eh bien non, nous on dit, non, il y a un caractère indépendant, autonome, qui permet ou ne permet pas d'appliquer les catégories socioculturellement produites. Bien. Donc, alors, j'ai pu, par exemple, échanger avec des psychiatres qui travaillaient soit dans des services d'urgence de psychiatrie, soit en hôpital. Et donc, ce qu'ils peuvent témoigner, notamment, c'est de dire qu'aujourd'hui, ils sont dirigés par des administrateurs. Il y a un administrateur de l'hôpital psychiatrique qui a des objectifs de rendement, de rentabilité économique et qui lui-même n'est pas psychiatre. Et donc, j'ai essayé, et ce, dans beaucoup de corps de métier.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans des établissements scolaires, on trouve des chefs d'établissement qui eux-mêmes n'ont jamais été enseignants. Et ça me conduit à m'interroger sur ce métier ou cette fonction dont tout le monde parle aujourd'hui, qui est la fonction de manager, puisque tout le monde parle de manager. Et on ne sait pas trop ce que c'est en fait un manager. Hein. Qu'est-ce que c'est que le métier de manager? Et pour en revenir donc au schéma de Miguel, c'est-à-dire perception à perception conscience, dans les cas précédents que j'ai pu citer, on peut dire que quelqu'un qui n'a pas exercé le métier de psychiatre, c'est-à-dire qui n'a pas été en relation avec des malades, avec des psychotiques, avec des névrotiques, avec des gens qui ne sont pas bien, n'a pas dans le couplage qu'il a pu construire dans son niveau perceptif, puis aperceptif, c'est-à-dire dans sa relation mixte, c'est-à-dire à la culture de la psychiatrie, à la culture, n'aurait pas développé des objets, alors à la fois des mixtes, et puis à la fois des niveaux perceptifs, qui lui permettraient, au niveau de la conscience, de comprendre ce qui se passe. Et donc, la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'il peut y avoir des métiers dits d'administrateur ou de directeur ou de manager qui n'ont pas construit des niveaux perceptifs et aperceptifs qui correspondent au champ dans lequel qu'ils sont censés administrer? Oui. Voilà. Alors, ça me semble très important, ça. Je voulais passer à la question de la bipolarité et la machine, justement par rapport à la production de la perception, mais ça s'articule exactement avec ce que tu dis. Effectivement, nous sommes dans une époque dans laquelle on assiste à une déterritorialisation brutale, non, par rapport à l'expérience aperceptive, corporelle, vécue, par rapport à l'expérience, justement, tout ce qui fonde le sens commun sur lequel on parle depuis une série de séances, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a une sorte de dévalorisation de l'expérience du vécu, n'est-ce pas, de ces savoirs du sens commun, à la faveur même pas d'une théorie. On n'est même pas dans la position platonicienne de le sens commun ne peut que se tromper, nos sens nous trompent, n'est-ce pas? La raison corrige l'erreur. On n'est même pas là. On est dans une croyance qui a comme origine l'assimilation du cerveau et du vivant à la machine algorithmique, n'est-ce pas, dans laquelle on vise le fonctionnement, le bon fonctionnement. On a créé de toutes pièces une sorte de vision du monde dans laquelle on pourrait séparer, c'est un idéalisme métaphysique absolu, hein, on pourrait séparer quelque chose qu'on appelle les fonctionnements de tout contenu territorialisé de l'expérience. N'est-ce pas? Alors, effectivement, toi, tu dis les psychiatres, mais n'importe qui. Moi, par exemple, il y a cette fonction des psychosociologues ou des gens qui font des expertises dans des entreprises, dans des lieux de travail. Non? Alors, la même personne, tout à coup, va à expertiser, oui, un service de psychiatrie, mais après, il va expertiser une banque, après, il va expertiser une boîte d'architecture, n'est-ce pas? Et la personne qui expertise n'a pas la moindre idée de ce dont il s'agit, n'est-ce pas? Il y a une sorte de décollage idéaliste métaphysique. Et alors, la question c'est, mais comment est-ce qu'on peut avoir une idée comme ça? Comment est-ce qu'on peut avoir l'idée de que je pourrais séparer, non? Parce que là, on n'est plus dans la mathématisation du monde, on n'est plus, n'est-ce pas, dans une sorte de modélisation. Non, là, on est carrément dans un régime de séparation dans lequel on part de la croyance qu'il y a une dimension que je pourrais appeler la dimension du fonctionnement qui est commune et qui fonde tout et n'importe quoi. N'est-ce pas? Alors, bien entendu que ceci ne peut qu'évoquer les niveaux, disons, de la machine algorithmique, hein, dans lesquels, indépendamment de qu'est-ce que tu es en train d'algorithmiser, indépendamment de qu'est-ce que tu es en train de calculer, c'est du calcul, n'est-ce pas? C'est du calcul.
C'est-à-dire que je vais corréler des choses, je vais calculer des choses, mais d'un point de vue de la théorie, disons, nouvelle de l'information, n'est-ce pas? D'un point de vue tout à fait hors sens. C'est-à-dire que je m'en fous du contenu. Je crois, parce que c'est une croyance absolue, n'est-ce pas, que je peux savoir si ça fonctionne bien ou mal. Alors effectivement, c'est-à-dire que tu arrives dans un endroit où les gens se détestent, dans lequel les gens ne veulent plus travailler, ou dans lequel il y a un tas de bordel. Et alors, bon, il y a du bordel. Et alors, qu'est-ce qu'on va... Ça ne communique pas bien, par exemple. On va huiler les canaux de communication, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire d'un point de vue territorialisé? Quel est l'essence historique, épocal, personnel de ce qu'ils font? Eh bien, tout ça, la personne qui vient expertiser n'a pas la moindre idée, n'est-ce pas? Eh bien, ça, c'est effectivement quelque chose que nous ne pouvons que comprendre depuis ce point de vue de la algorithmisation digitale, à travers laquelle la calculabilité prend la place, comme la carte prend la place du territoire, la calculabilité prend la place des entités à calculer. N'est-ce pas? Alors, oui. Non, et Philippe, simplement, pour aller confirmer un peu ce que tu dis par rapport au management et aux managers. Actuellement, on assiste à non pas un renouveau, mais vraiment une sorte d'accélération du discours autour de l'innovation managériale dans le contexte de ce qu'on appelle l'hybridation du travail. Donc, notamment, cet avenir qu'on nous promet d'un partage entre travail au bureau et travail à domicile. Et donc, effectivement, il y a aujourd'hui dans la littérature managériale un appel à innover sur le management. Et quand on regarde un petit peu les objectifs aujourd'hui, est-ce qu'on reproche au management, est-ce qu'on reproche aux managers, c'est de ne pas, durant cette période de crise, s'être suffisamment transformé en coach. Et en coach, non pas pour réfléchir ensemble au sens du travail, mais en coach pour effectivement faire en sorte que les gens dans cette situation un peu bizarre, un peu anormale du confinement et du travail à la maison fonctionnent bien. Et l'objectif aujourd'hui, quand on lit surtout ce qui, pas seulement qu'on lit, mais qu'on écoute aussi actuellement toute la rhétorique autour du nouveau monde du travail, eh bien, on dit très clairement que la flexibilité, l'autonomie, la responsabilisation, la créativité deviennent les finalités du travail. C'est-à-dire que l'aspiration du travailleur n'a pu avoir avec le sens de son travail, le sens qu'il peut projeter sur son travail, mais sa capacité à faire son travail en autonomie, sa capacité à avoir de la flexibilité dans son travail. Donc, on est en train de faire du fonctionnement, du bon fonctionnement, la finalité même du travail. Tout à fait. Il y a donc une question. Non, mais tout à l'heure, vous aviez dit qu'il y avait Denis qui avait posé une question. Denis, lui, il est là. Donc, ce serait bien de le passer à sa question. Non, Denis, ta question, je précise tout de suite, est extrêmement intéressante. Elle nous intéresse beaucoup. Mais peut-être avant de passer à la question de Denis, qui risque de nous faire basculer un peu vite de sujet, s'il y avait d'autres questions sur les… Non, je voulais juste finir ces premiers blocs avec un point. Hein. C'est-à-dire que effectivement… Théo, quoi? Non, c'est bon, excuse-moi. Il y a une question, mais vas-y. Non, simplement pour finir ce bloc et par rapport à ce que Philippe vient de dire. Nous, quand je disais, bon, mais merde, du côté de l'objet, cet objet construit antérieurement, projeté à l'extérieur, et pourtant construit à l'intérieur. C'est un tout petit peu presque la préoccupation classique que chez Kant va être la préoccupation de pourquoi il n'abandonne jamais la question de la chose en soi, hein, que les néo-kantiens après vont abandonner. N'est-ce pas? C'est-à-dire que la chose en soi, Kant ne le dit pas comme ça, mais nous pouvons dire la chose en soi, les concepts de choses en soi, n'est-ce pas, pourraient avoir une fonction stabilisatrice. C'est-à-dire, je ne peux pas projeter n'importe quoi vers l'extérieur. Je ne peux pas projeter n'importe quelle essence, n'importe quelle catégorie que j'ai produit en G, une fois encore, commun et non individuel, hein, un sujet transcendantal. Mais bon,
je ne peux pas projeter à l'extérieur n'importe quoi, parce que existe cette dynamique locale, n'est-ce pas? Cette dynamique locale sous-perceptibles, n'est-ce pas? Qui sont au-dessous du radar, hein? Qui sont des dynamiques locales microscopiques, pour le dire comme ça, non? Qui, agencées de façon conflictuelle, de façon contradictoire, permettront ou ne permettront pas une certaine catégorisation. Moi, je voulais juste rappeler une chose et dire un mot sur la technique avant de continuer. Je voulais rappeler que si effectivement nous sommes en train de sortir, depuis une bonne cinquantaine d'années, nous sommes en train de sortir de la bipolarité cartésienne, n'est-ce pas? Si nous sommes en train de sortir de la contradiction culture-nature, si nous sommes en train de sortir des sujets-objets, si nous sommes en train de sortir de la bipolarité dans laquelle l'homme doit conquérir la nature, de la bipolarité homme-femme, toutes les bipolarités qu'on veut, blanc-noir, si nous sommes en train de sortir de ça, eh bien, là où, avec Bastien, nous avons mis les doigts et dire attention d'un point de vue phénoménologique, parce que cette fonction stabilisatrice de l'objet, cette fonction X-tolérance de l'objet, fait que je ne peux pas produire, n'est-ce pas, on sort de la bipolarisation, je ne peux pas réordonner les mondes simplement d'une façon imaginaire et constructiviste. Vous comprenez? C'est un tout petit peu le problème du transhumanisme. C'est le problème du transhumanisme. Les transhumanistes, ils pensent que toute limite est à abolir. Et nous, on dit, attention, pas toute limite est une borne, n'est-ce pas? Ce n'est pas que des bornes, il y a des limites, n'est-ce pas? Et alors, le problème, c'est ça, c'est le problème épocal aujourd'hui, c'est que si nous sommes en train de vouloir recaractériser, recatégoriser, eh bien, à l'instant de ce que je disais, quand Marx va dire, non mais il existe une unité qui est la classe ouvrière. L'unité de la classe ouvrière, Marx lui-même va dire, il y a une classe ouvrière en soi et une pour soi. La classe ouvrière dont il parle, c'est la classe ouvrière pour soi, justement. Ce n'est pas l'effet qu'il y ait des ouvriers. Ça, il le précise très clairement, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y ait des ouvriers, ça ne suffit pas pour créer une classe. Vous comprenez? Alors Marx va dire, pour créer la catégorie, pour créer cette catégorie, donc cette essence, une essence, pourquoi? Parce que c'est hors temps. C'est-à-dire, je vois une classe ouvrière dans différents pays, dans différents lieux, et même s'il n'y a plus de classe ouvrière, il y a quand même la notion, l'essence classe ouvrière, que c'est pour ça qu'on dit elle est éternelle. Elle est éternelle parce que, effectivement, parfois passe à l'existence parce qu'il y a quelque chose que je peux nommer classe ouvrière, et parfois pas. Mais je vous rappelle que Marx, il ne veut pas dire la classe ouvrière dans un réalisme à la Lénine, justement. Il ne va pas dire la classe ouvrière existe, elle est là. Il va dire il y a une catégorie, il y a une essence de la classe ouvrière qui est celle-ci, qui est ce qu'elle va nommer la classe ouvrière pour soi, la classe pour soi et pas la classe en soi. Eh bien, notre problématique actuelle, c'est de dire, effectivement, là pour faire les liens juste avec la technique, n'est-ce pas? Effectivement, nous savons que la possibilité de projeter cet objet à l'extérieur et que cet objet advienne à l'existence dépend quand même d'une dialectique de tolérance. Je ne peux pas créer n'importe quelle catégorie, même si la catégorie ne parle pas d'une existence en soi à l'extérieur. Donc, l'essence est éternelle, mais l'objet que cette essence va à déterminer, lui, bien entendu, il n'est pas éternel, il est pris dans le devenir, mais qui plus est, ne tolère pas n'importe quelle nomination. Bien. Alors, qui ne tolère pas n'importe quelle nomination, c'est là où la négativité, le néant sartrien apparaît. Pourquoi? Parce que, donc, toute nomination doit compter, doit incorporer ces noyaux de pré-individuels, ces noyaux de négation qui fait que toute chose que je peux déterminer, je dois tenir en compte mais ce n'est pas ça.
Vous comprenez? Toute chose que je peux déterminer, je dois pouvoir la déterminer en tenant une place que, vous voyez, pour citer Alain Badiou, c'est comme je dirais l'importance qu'il donne Alain Badiou à l'ensemble vide dans tout ensemble, n'est-ce pas? La fonction de l'ensemble vide, va dire Badiou, n'est-ce pas? Sartre dirait, plus proche de nous, effectivement, le néant. Hein, c'est néant qui n'est pas rien, qui fait qu'un garçon de bar n'est pas un garçon de bar, mais non pas parce qu'il est autre chose, mais parce que rien ce qui est comme ça. Cette fonction que, si quelque chose peut être assimilé ou interprété comme la liberté, ben la liberté, c'est ça. La liberté, effectivement, c'est cette non-coïncidence permanente de ce qui pourtant est, mais est sous condition de ne pas être tout à fait. Vous comprenez? Eh bien, il s'avère que la langue accepte ça. Quand nous lisons la littérature, nous faisons une expérience, justement pour aller un peu par rapport à la question aussi de est-ce que nous pouvons faire une expérience malgré qu'on soit à travers la machine. La langue peut exister et nous faire exister dans des niveaux de l'expérience. C'est-à-dire que l'invention de la langue pour les humains, effectivement, la langue est une autre dimension. Hein, c'est ce qu'on sait très bien. C'est-à-dire que quand moi je suis en train de lire un bouquin de littérature, je ne suis pas en train de lire une description d'un imaginaire. Je rentre dans une autre dimension. Pourquoi la langue est une autre dimension, une toute autre dimension, bien que mixte, donc dépendante du vivant, mais elle a une autonomie. Elle est mixte, elle a une autonomie et elle est dépendante du vivant. Non? Alors, pourquoi est-ce que la langue a cette autonomie? Pourquoi est-ce que la langue a cette autonomie? Bien, parce qu'effectivement, la langue a une autoconstruction organique qui, effectivement, s'organise comme une série de phrases qui ne sont pas autre chose que des périphrases d'une phrase qui n'existe pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, sont toutes des périphrases. Vous voyez? C'est pour ça que quand on veut dire à sa copine, à son copain qu'on l'aime, le dire me manque les mots, c'est un truc de feignant. Vous voyez? Parce que non, tu dois te casser le cul pour dire les mots parce que de toute façon, les mots vont te manquer toujours. Vous comprenez? Alors, c'est une sorte de raccourci de feignant de dire me manque les mots pour dire mon amour, c'est-à-dire, non, il te manque les mots. Non, tu dois dire beaucoup de mots. Et là, si tu dis beaucoup de mots et beaucoup de mots bien agencés, et l'autre va comprendre qu'effectivement, tu es arrivé à un point dans lequel tu es arrivé plus ou moins à définir qu'il te manque les mots. Vous comprenez? C'est quand même le succès de la littérature. Vous voyez? C'est quand tout à coup, vous êtes en train d'habiter cette dimension de la littérature. Si vous lisez, qu'est-ce que c'est un mauvais roman? Un mauvais roman est un roman dans lequel il n'arrive pas à manquer un mot. Tout est dit. Vous voyez, comme dans une sorte de manuel d'utilisation de quelque chose. N'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas les manuels d'ailleurs. C'est pour ça qu'on ne comprend jamais les manuels d'utilisation. Parce qu'effectivement, pour comprendre, il faut quand même qu'il y ait un peu de littérature. Vous voyez, il faut qu'il y ait un peu de littérature. Sinon, on a du mal à faire une expérience. Vous comprenez? C'est-à-dire que les manuels d'utilisation est quelque chose qui reste, pour dire comme ça, tout à fait abstrait. Vous voyez? Tout à fait abstrait. Ne renvoie aucune expérience. La littérature, non. La littérature est une expérience. Quand je lis un bouquin de littérature, effectivement, les mots sont tellement bien agencés qu'ils n'arrivent pas à dire, mais pour des bons. Vous voyez, pour des bons. Ce n'est pas les raccourcis feignants de « il me manque les mots ». C'est vraiment, il n'arrive pas à dire. Alors, la littérature arrive à ça. L'art, effectivement, il est absolument là-dedans, n'est-ce pas? C'est la pensée sans concept, hein, comme dirait Kant, la pensée sans concept, l'esthétique comme la pensée sans concept. C'est une pensée, mais qui n'a pas de concept. Il y a le percept, on va dire après. Alors, l'art, bien entendu, la pratique artistique, n'est artistique que parce qu'il y a quelque chose, il y a cette case vide qui ordonne le tout. Donc, il a une vie organique.
c'est ce qui permet aussi à la fois de dire que quelque chose, on l'aperçoit comme artistique ou pas. Hein? Quand c'est trop conceptuel, quand il y a trop de mots, vous voyez, c'est un peu, je ne vais pas entrer dans une polémique casse-gueule, mais disons que quand c'est trop conceptuel, effectivement, il manque ces côtés propres au percept qui est de marquer les vides par lui tout seul. Vous voyez, c'est-à-dire les vides ne doivent pas être signalés avec un tas de concepts qui déterminent une œuvre d'art. Les vides doivent être cette fonction détotalisatrice qui fait que l'essence de cette œuvre, elle est tellement intense qu'à travers les époques, cette fonction détotalisatrice continue à agir. Vous comprenez? C'est ça le propre d'une œuvre d'art. Non? Alors, la langue peut faire ça, la langue écrite, la langue parlée, l'art peut faire ça, la sculpture peut faire ça, etc. Alors la question c'est, mais pourquoi est-ce que la technologie ne pourrait pas faire ça? Pourquoi la technologie ne pourrait pas faire ça? Eh bien, moi je pense, et c'est quand même, c'est que d'une façon un peu optimiste et un peu sous la critique de mes amis plus radicaux, plus technophobes, n'est-ce pas? J'ai mis dans les mamotretos la technologie comme un mixte possible. C'est-à-dire donc qui pourrait avoir une auto-organisation organique. Pourrait. Le problème, c'est que pour le moment, on peut imaginer, je dis, on pourrait imaginer une utilisation de la technologie dans laquelle quand même la technologie ne sature pas tout. On pourrait l'imaginer. Simplement, le problème, c'est que pour le moment, pas seulement notre préoccupation principale, socialement parlant, n'est pas de construire une technologie capable de contenir, de tolérer des fonctions détotalisatrices, mais au contraire, on est en train de formater l'humain et la culture d'une façon saturée. Vous comprenez? C'est-à-dire que loin de faire que les manuels d'utilisation ou la technique, non, on les désature, la tendance est tout à fait contraire. On est en train de saturer toutes les dimensions et les fonctions humaines et de la culture, chose qui effectivement est toujours pas seulement liberticide, mais très, très gazielle. Mais bon, pour m'arrêter là, effectivement, moi je crois que c'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir, mais de mon point de vue, quand même, ce n'est pas inhérent à la technologie, pas plus qu'à la langue ou à l'art, n'est-ce pas? Ce n'est pas inhérent à la technologie de façon inévitable qu'on ne puisse pas développer une technologie qui, à la fois, puisse tolérer cette fonction. Alors, c'est très compliqué ça, parce qu'effectivement, une chose, non, pour dire en deux mots, une chose, c'est de dire que la langue devient de plus en plus fantastique, qu'elle loupe systématiquement son objet. On peut dire ça par rapport à l'œuvre artistique. On a du mal à imaginer concrètement qu'est-ce que ça signifie une technologie construite à partir d'un loupage, non? Parce que, bon, c'est compliqué. Mais oui. Après cette introduction du séminaire d'aujourd'hui. Je ne sais pas, du coup, il y avait Théo, tu voulais poser une question? Je te pose la question de Denis, si ça me va là. Je ne sais pas. Moi, oui, Théo, vas-y. Ouais. Non, en réalité, tu commençais à en parler un peu après ma question, mais tu ne m'as pas donné la réponse, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse parce que c'est une question un peu générale. Mais ma question, c'est, quand on dit que, je reviens un peu avant, que l'objet ne peut pas être discrétisé n'importe comment, d'une certaine façon, non? Parce que la discrétisation, ça répond à un principe d'X-tolérance, non? Et en disant ça, on échappe, par exemple, à un relativisme absolu de moi, je discrétise ce que je veux, ou à un tout est possible. Hein? Non, tout n'est pas possible. Mais ma question, c'est que cette position de principe m'est très claire et je comprends à quoi nous fait échapper. Mais qu'est-ce qui définit les possibles discrétisations d'une certaine façon? Ce qui définit les possibles discrétisations se trouve au niveau du pré-individuel, qui, comme tu dis, n'est pas un magma homogène. C'est justement parce qu'il n'est pas juste un magma homogène qu'il y a déjà, d'une certaine façon, c'est un mot pas peut-être correct, des prédéterminations, etc. Et comment définir, du coup, quelles sont les discrétisations possibles? Comment pouvoir définir les limites?
Et quel est d'une certaine façon le socle commun sur lequel on peut se baser pour échapper au relativisme? Quels en sont les critères? De manière très concrète, quand on discute des questions, ça peut être les genres ou d'autres, quelqu'un dit non, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps ou dire qu'une femme c'est ce que tu veux, une femme c'est ça, ça, ça. Non, pas tout est possible, oui. Mais qui est-ce que définit ce qui est possible et ce qui ne l'est pas? Est-ce que ça existe la possibilité de le définir dans une base commune, dans un socle commun, etc. C'est un peu ça. Alors, tu sais bien quand même qu'aujourd'hui, même à niveau scientifique, les critères de causalité et de vérité, il est remplacé par un critère de consensualité, n'est-ce pas? Alors, bon, ça, il faut tenir compte. Alors, je pense que si nous pensons d'un point de vue de la production perceptive, non? Donc la production des essences, hein, les candidats essences, candidats parce qu'il faut encore après qu'elles soient X tolérants, pas bon. Sinon, ce sont des essences, tu vois, l'existence des choses est très relative. Par exemple, même l'athée les plus athées ne peut pas ne pas constater que le concept de Dieu modifie la réalité. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on croit, on ne croit pas en Dieu, etc. Donc, les modes d'existence, il y a un mode d'existence des idées, un mode d'existence des objets, ça c'est... Mais la construction des catégories, toujours dans ces sujets transcendantaux, n'est-ce pas, communes, non? La construction des catégories correspond toujours à les luttes des groupes, les luttes des classes, la géographie, le climat, l'art, la production artistique, la production scientifique, la production technologique, tu vois, c'est-à-dire que là, on est dans la production des possibles qui sont candidats à la compossibilité. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a une production des possibles candidats à la compossibilité. Tu vois? Alors, en quoi ce dont on parle aujourd'hui est central, je répète? Et même parce qu'effectivement, c'est-à-dire, il faut prendre très, très, très au sérieux cette histoire de qu'on a tourné la page de la bipolarité. Il faut la prendre très, très au sérieux parce qu'effectivement, si nous avons par exemple une écologie anthropocentrée, et on dit on va respecter la nature à travers des conceptions de durabilité, etc., pour que l'humain, puisse continuer à profiter. Eh bien, on sait bien que là, c'est une conception qui peut-être est un peu casse-gueule, n'est-ce pas? Nous savons bien que quand même, il faut aller, je ne sais pas, comme les livres que tu m'as offerts de Morisot, n'est-ce pas, les bouquins que tu m'as offerts de Morisot, effectivement, nous savons bien qu'il faut aller vers une sorte de diplomatie, comme on l'a nommé Morisot, une diplomatie. Mais une diplomatie, non pas de l'homme avec la nature, une diplomatie de la nature. Morisot, il définit des diplomaties dans tous les sens. Ce n'est pas que l'homme va être diplomatique avec la nature, c'est qu'il y a à arriver à une dimension partagée de diplomatie qui nous permet donc une nouvelle façon d'habiter le monde. N'est-ce pas, comme dirait Morisot? Bon, très bien. Une nouvelle façon d'habiter le monde. Alors, donc, si on sort de la bipolarité, il faut trouver ça, il faut trouver, parce que quand on dit on sort l'homme du centre dispositif, ah ben merde. Alors ça veut dire quoi? Une fois que j'ai parlé de ça, on m'avait dit, mais ça veut dire donc qu'un cheval peut valoir plus qu'un homme. Vous voyez? Mais il ne s'agit absolument pas de ça. Il s'agit tout à coup de que si nous sommes déjà dans le lendemain de la forêt sujet des droits, en Guénon, en Argentine, sujet des droits, la mer, sujet des droits, n'est-ce pas? Ah ben merde, ça veut dire que l'homme, il est déplacé, même juridiquement, on a déjà donné quelques coups de coude pour qu'il se déplace. Donc, on sort de la bipolarité. Sortir de la bipolarité ne signifie absolument pas sortir des hommes-femmes. Ça signifie que les questionnements d'un homme masculin, purement masculin, une femme féminine, purement féminine, dans les tsunamis de la sortie de la bipolarité, ça aussi est inclus là-dedans. Ça, c'est inclus là-dedans, n'est-ce pas? Alors, chacun va vivre comme très, très central l'éclatement de la bipolarité qui le touche. C'est-à-dire, chacun va vivre comme très central cet éclatement. Mais la vérité, c'est que c'est le phénomène épocal fondamental
Et c'est pour ça que nous avons appelé avec Bastien l'autre bouquin Le retour de l'exil. Le retour de l'exil, c'est ça. Ça veut dire cette figure, l'homme qui s'exile de la nature, à vrai dire, est revenu. Et il s'est rendu compte de deux choses. Premièrement, qu'il n'était jamais parti. Et deuxièmement, que l'imaginaire, donc les catégories construites dans l'imaginaire de l'exil, avaient détruit un ensemble qui n'est pas la nature, qui est l'ensemble du vivant auquel il participe. Une fois encore, Morisot, dans la critique des concepts même des natures, n'est-ce pas? C'est-à-dire pas la nature, il y a le vivant, n'est-ce pas? Bon, alors, de ce point de vue-là, tu demandes, mais qu'est-ce qui construit des catégories? Ben, c'est les possibles, tu vois, c'est-à-dire, et ces possibles-là sont convoqués par les devenirs épocales, tu vois, c'est-à-dire, l'époque s'est fait toute seule, tu vois, et pose des problèmes à l'ensemble des vivants, et dans l'ensemble des vivants, pose problème aussi à la pensée. Mais la pensée comme une dimension du vivant. Non? Alors, après, il y a tout bêtement l'épreuve de la compossibilité. Tu vois, c'est-à-dire que si nous disons par exemple qu'un homme n'est pas un homme, mais alors à travers une transition, on va devenir une femme, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder la bipolarité. Tu vois, on dit, je fais une transition d'un pôle à l'autre. Pourquoi ne pas dire qu'effectivement, il existe plusieurs façons de vivre la sexualité, mais que ce n'est pas qu'un homme puisse devenir une femme et une femme devenir un homme. Tu comprends? C'est-à-dire qu'on a systématiquement les réflexes de, par exemple politiquement, de devenir calife à la place du calife. C'est-à-dire que la seule façon de penser les changements sociaux, ça sera encore dans une bipolarité dans laquelle l'opprimé va prendre la place du pouvoir. N'est-ce pas? Alors, sortir de la bipolarité, qui est le défi fondamental aujourd'hui, parce que si nous n'arrivons pas à construire certaines nouvelles catégories des modes d'habiter le monde, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le désastre. C'est-à-dire, si nous ne sommes pas capables de sortir même de cette limite qui est la pensée de la durabilité, par exemple, si nous ne sommes pas capables d'aller vers un questionnement même de nous vivants parmi les vivants, la destruction sera encore pire, n'est-ce pas? Même si, comme on le verra la prochaine fois, c'est-à-dire nous pensons qu'il faut penser en termes d'effondrements multiples de notre époque, n'est-ce pas? C'est-à-dire on ne peut pas faire l'économie de penser les effondrements multiples, c'est-à-dire que toute pensée un tout petit peu idéaliste de la résilience après la pluie, le bon temps, vous voyez, tout ce contenu imaginaire qui a la résilience, de que quand même la résilience, le mot résilience qui vient de la neurophysiologie, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient. Et la résilience, c'est le membre imaginaire. On t'a coupé une jambe et tu continues à avoir des sensations de la jambe dans la région du cerveau où tu avais les sensations de la jambe. Donc, ça veut dire que la résilience n'est pas si résiliente qu'on veut le croire, parce que la jambe n'est plus. Alors, nous devons penser en termes d'effondrement. Ces termes d'effondrement sont déjà là. Les effondrements multiples sont déjà là. Eh bien, sortir de la bipolarité, commencer à penser des nouvelles catégories, c'est pour ça l'effort qu'on a voulu faire comme une petite collaboration, participation à la chose, pour dire comme ça, n'est-ce pas? C'est de dire, effectivement, il est très important aujourd'hui de repenser comment se produisent les catégories. Il est très important de penser comment se produisent les catégories. Parce qu'on est dans une époque dans laquelle tout le monde essaye de construire de nouvelles catégories. Vous voyez, par exemple, regardez-vous la différence, que c'est même honte de nommer les deux mots à la même place, mais tous les deux commencent par M. Imaginez-vous la différence entre Marx en train de proposer la catégorie des prolétariats et Maffesoli, excusez-moi de les mettre à côté, en train de proposer la catégorie des tribus, la tribu Nike, la tribu McDonald's, vous comprenez? Imaginez-vous. Alors, effectivement, si toute catégorie est possible, mais des Maffesoli, malheureusement, il y en a partout, vous comprenez? Tout le monde veut créer ces catégories. C'est pour ça que nous avons tout à fait intérêt aujourd'hui à être très rigoureux
dans la compréhension des conditions de production de ces catégories, parce que pas tout est possible. Vous comprenez? C'est-à-dire parce que pas tout est possible, parce que pas toutes les limites sont des bornes qu'on peut dépasser. Et c'est là où nous, les gens de gauche, les anards, les libertaires, on se trouve dans un contre-emploi absolu. Non? Parce que toute la première moitié de notre vie, nous avons dit, on a lutté pour des nouveaux possibles et créer des possibles. Et aujourd'hui, nous devons faire très attention parce que la protection du vivant, la lutte contre l'injustice qui est déclenchée par la destruction du vivant, etc., eh bien, dépend justement de pouvoir énoncer des non comme possibles d'une façon rigoureuse et claire. Juste au passage, simplement se rappeler aussi que l'objectif des technologies numériques est justement de prendre la place, de bypasser cette production des catégories. C'est ce que tu évoques, Théo, par rapport à qu'est-ce qui permettrait effectivement de finalement anticiper ou comprendre effectivement qu'est-ce qui émerge, quelles sont les catégories qui émergent. Bon, aujourd'hui, le monde numérique prétend justement arriver à cette prédictibilité-là par le profilage. Et effectivement, par le fait de, d'une certaine manière, prendre la place des processus non seulement épistémologiques, mais aussi ontologiques qui président à l'émergence, aux modifications des catégories. Oui, de ce point de vue-là, effectivement, il y a deux possibilités de prendre la haute technologie. Soit nous la prenons vraiment d'un point de vue plus classique, heideggerien, pour dire comme ça, en disant la technologie digitale notamment, non, ne peut pas tolérer une négativité, est une pure positivité du fonctionnement, etc., n'est-ce pas? Et alors, de ce point de vue-là, effectivement, quel est notre rapport en tant que vivant avec la machine, n'est-ce pas? L'autre possibilité un peu plus optimiste et plus prudente, je crois, est de dire que ce soit la langue ou l'écriture, ce sont deux dimensions avec une certaine autonomie par rapport au vivant biologique que malgré tout, et à travers des centaines d'années, non, ont pu être colonisés par les phénomènes propres du vivant, c'est-à-dire qu'on pu assimiler la faille, des failles, n'est-ce pas? Alors, comment, une fois encore, effectivement, on peut dire, oui, on travaille à travers Zoom, penser à travers Zoom, c'est possible, vivre une expérience, oui, c'est possible, mais finalement, ce n'est pas très différent que si on parlait par téléphone quelque part, vous voyez, on parle avec un ami par téléphone et on essaie de penser un concept. Pourquoi pas, vous voyez, c'est-à-dire, mais c'est autre chose de dire, est-ce que la langue qui se présente comme un absolu, souvent, la langue a pu s'autoconstruire dans un rapport conflictuel avec les vivants d'une façon organique, donc à travers d'un non-dissible, à travers d'un ineffable. Et la grosse question, c'est est-ce que la technologie digitale, dans un rapport conflictuel avec les vivants, peut aussi se développer comme cette nouvelle combinatoire autonome, mais qui quand même accepte, tolère un principe organique ou pas? La réponse, c'est le prochain chapitre. Et le prochain chapitre, si on vit, je ne sais pas, au moins 200-300 ans, j'imagine. Mais ça n'empêche, c'est quelque chose qui est très important de penser tout de suite, n'est-ce pas? C'est-à-dire plutôt qu'être dans une position technophobe ou technophile, de se dire, la grande question, c'est est-ce que la technologie actuelle peut ou peut pas tolérer un principe organique qu'est la structure?